RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Et suite au passage de l'ouragan Tammy, des contrôles de qualité de l'eau sont réalisés sur l'ensemble du territoire et en particulier sur les usines de traitement. Il s'agit de s'assurer de la bonne remise en service des installations et rassurer la population. Les premiers résultats parvenus ce jour montrent que l'eau est propre à la consommation sur la totalité du territoire de Déhay, qui est le seul d'ailleurs, et dans certains quartiers de 8 autres communes de Guadeloupe, dont la liste s'affiche à votre écran. Et si effectivement vous ne figurez pas parmi celles-ci et que vous vous situez donc dans les 23 autres territoires, vous êtes dans l'incertitude, eh bien évitez tout simplement de boire cette eau. Et on se pose une question, à savoir si la commune de Rivière-Sens ne devra pas déménager. Blague à part, la situation est délicate pour les riverains qui voient la route départementale 6 se transformer en bac à sable géant à chaque épisode pluvieux. La faute à la carrière de sable volcanique de Gourbert qui creuse encore et encore. Regardez. Non, on ne peut pas comment ça va passer, puisque avant, on pas tenu ça. C'est depuis sable là qui a fait ça. Il dégageait montagne là pour prendre sa baillot. On va dire ça, c'est ça qui a fait ça. Je dis que ça devient agaçant ou jassant et financièrement, c'est un coup pour nous. Et donc, on est en danger permanent. Et j'aurais mieux aimé savoir, parce que là, j'entends des fois, on envoie la balle. L'ONF, Sablier, le département, on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas quelle porte frapper, donc ça devient un problème. Et le danger persiste. Que ces gens-là puissent se réunir pour pouvoir faire quelque chose pour toute notre population. Il ne faut pas faire quelque chose seulement quand on a besoin des voix. Ben, au moins, il faut faire quelque chose. Quand on est dans la souffrance, il faut nous aider. C'est la peur, c'est vrai que c'est de l'inquiétude. C'est ma chose. Moi, je peux faire autant faire. Bastère, Pointe-à-Pitre, je crains rien. Au lieu de faire vieux fort, enfin, je ne veux pas dire vieux fort vraiment, au lieu de faire Mazarin pour arriver à la Sablière. Là, ça me cause beaucoup de problèmes, beaucoup d'inquiétudes. Avec le sable à sorti là. C'est ça nous commander. C'est ça qui a fait ça. Une route départementale 6 rouverte depuis 16h cet après-midi à la circulation, mais au vu du temps instable, soyez on ne peut plus vigilants quand vous l'arpenterez. Et maintenant, je reçois Sébastien Célestine, président de la nouvelle librairie générale. Bonsoir, monsieur Célestine. Bonsoir, Harold. Alors, en 2019, vous et 4 associés posiez un chèque de 200 000 € pour reprendre les fonds de commerce des librairies générales de Jarry et Moule. Les héritiers Jazor restent propriétaires des murs de Jarry et le local de Pointe-à-Pitre, lui, fait l'objet d'un contrat de location-gérance, un local pointois qui vous a conduit donc à 3 ans de bataille juridique avec la famille Jazor. En mars dernier, vous appeliez à une conciliation avec les Jazor toujours, ce qui vous a été refusé. Avec vous, on va parler effectivement du devenir de ces librairies, puisque mois après mois, on a donc vu celle de Bastère fermée, celle de Moule fermée, on a vu la librairie de Bastère également fermée. Reste celle de Jarry qui est particulièrement dans l'incertitude. Où en sommes-nous à l'heure d'aujourd'hui ? On n'est plus dans l'incertitude, hein. La société a été liquidée la semaine dernière, donc son activité a cessé. Il y a eu un jugement du tribunal et essentiellement en fait lié à ces difficultés, ce conflit avec les anciens propriétaires. Et juste pour compléter par rapport à ce que tu disais sur mars, effectivement en mars on a fait un dernier appel après de nombreux appels à la médiation-conciliation, où l'État était prêt à se mettre autour de la table, le conseil régional aussi, pour voir comment on trouvait des solutions. Et malheureusement, on a eu un énième refus. Et ce qui nous mène aujourd'hui à cette liquidation, à 17 emplois
en plus des précédents, avec les précédentes fermetures. Globalement, combien d'emplois ont été perdus? On était hors CDD, etc. On était à 24. Et dont des CDD qu'on devait convertir en CDI parce qu'on était dans une phase de développement avant que le conflit prenne trop d'ampleur, sans compter l'impact sur les saisonniers qui venaient pendant les grandes vacances, des jeunes notamment, à qui ça permettait de prendre en charge une partie au moins de leurs études qui pouvaient être non négligeables. Donc c'est beaucoup de gâchis. La librairie générale, c'est quand même un gros écosystème. Il y a des éditeurs derrière, des auteurs à qui on permettait de valoriser leurs œuvres. Il y avait des associations qui venaient pour des conférences, des artistes qui venaient faire des petits concerts. Enfin bon, il y a des gens qui venaient y bosser parce qu'on avait fait un coworking. Et c'est tout ça aujourd'hui qui s'est arrêté. Donc même le site de Jarry va fermer? Oui, le site de Jarry, c'était le dernier. Il est fermé déjà. Il est déjà fermé depuis jeudi dernier. Ok, je suis passé en début de semaine dernière. On a fermé jeudi, la séance au tribunal était jeudi et c'était effet immédiat, puisque de toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus de perspective amiable. Le judiciaire, malheureusement, le temps de la justice et le temps des hommes, ce n'est pas le temps des entreprises. Donc ça continue, le judiciaire, dans le cadre du conflit, mais ça ne permettra plus, malheureusement, de sauver l'activité et les emplois. Alors j'ai une question à vous poser avant de parler de cette suite. Quand on fait un peu la genèse effectivement de cette reprise, on parlait quand même de préserver un patrimoine guadeloupéen, mais en tant que chef d'entreprise, on sait qu'il y a quand même certaines règles dans ce milieu. Et quand on regarde, je disais aux téléspectateurs tout à l'heure, vous avez acquis, donc il y avait trois librairies, 3 points de vente existants. Vous en avez créé un 4e sur Basse-Terre en un très court laps de temps. Mais sur les 3 structures existantes, vous avez la principale où ils ont gardé les murs, où la famille Jazor a gardé les murs. Donc vous n'étiez pas propriétaire finalement. On devait initialement les acheter, mais là aussi il y a eu un changement d'avis de leur part. Ils n'ont plus voulu nous les céder. C'est là où je me demande pourquoi vous avez été sur un deal en votre défaveur finalement, puisque le local Pointois, vous le prenez en location-gérance, donc il ne vous appartient pas. Le local principal de Jarry, qui fait office de stock, ne vous appartient pas non plus. Donc pourquoi faire un pari aussi risqué? Après, on peut exploiter une entreprise sans être propriétaire des murs. Dans les faits, à Jarry, par exemple, ou même à Pointe-à-Pitre, c'est différent, mais en tout cas, à Jarry, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas propriétaires de leurs murs. Dans les centres commerciaux, les gens ne sont pas propriétaires de leurs murs. Donc, c'était pas forcément... Alors, ça, entre guillemets, faisait partie du deal tacite, mais qui faisait partie des choses qui n'ont pas forcément pu aboutir parce qu'on n'avait pas d'écrit dans ce deal tacite. Mais ce n'était pas forcément gênant. Nous, c'est intéressant quand on se positionne sur ce type d'activité-là, d'avoir aussi au moins une part des murs, parce que ça fait qu'on n'a pas que des loyers, entre guillemets, à perte. Mais ce n'est pas indispensable. Donc, ce n'est pas forcément un des éléments qui était gênant. Ce qui a été le plus gênant, en fait, dans l'historique, c'est le fait qu'on ne puisse plus exploiter un magasin qui faisait quasiment 1 million de chiffre d'affaires par an. Donc, sur 3 ans et demi, il y a 3,5 millions qu'on n'a pas pu faire en chiffre d'affaires. C'est un préjudice financier de quasiment 2 millions d'euros. Donc au bout d'un moment, et ça c'est 2 millions d'euros, c'est Pointe-à-Pitre uniquement, et là on n'a même pas intégré la valeur de la fermeture totale qui est liée directement à ce conflit. Donc le préjudice il est monstrueux. Vous avez déjà évalué justement les pertes sur ce dossier? C'est en cours, il y a des experts, commissaires aux comptes parisiens qui bossent là-dessus en ce moment pour qu'on puisse justement revaloriser le préjudice. Alors vous aviez proposé, vous l'avez dit, une solution avec l'État et la collectivité régionale notamment, pour peut-être passer aussi par le biais d'un grand groupe pour la reprise globale donc, de toutes les librairies. Qui va bénéficier donc de ce lot? Qui viendra et pourra racheter? Effectivement, on le sait, ça va se produire forcément. Donc qui viendra et rachètera le lot de librairie générale? J'ai pas la réponse à cette question. Nous, on a toujours été dans un esprit où on venait par rapport à la survie de cette activité. C'est pour ça qu'on est venu. Ça reste une activité économique, il faut qu'elle gagne de l'argent. Donc on était sur un plan où l'activité devait gagner de l'argent. Mais c'était pas notre sujet principal. Donc bien entendu, nous, avant qu'on arrive au stade de liquidation, vu que notre enjeu principal c'était préserver l'activité, on a contacté des acteurs
Et aujourd'hui, il n'y a personne qui s'est positionné et c'est pour ça qu'on arrive à cette liquidation. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un schéma comme ce qui s'est passé sur Air-Antilles où il y a eu liquidation et ensuite recherche de repreneurs. Là, a priori, il n'y a pas de recherche de repreneurs parce qu'on l'avait déjà fait. Il n'y a même pas de recherche de repreneurs. Non. Donc il se peut que la librairie générale... Il se peut, elle est fermée. C'est Donc, fermé. c'est fini, l'histoire est terminée. C'est fini, sauf grande surprise, mais a priori, il n'y en aura pas. Et en même temps, c'est compréhensible parce que qui aurait envie Est-ce que de pour mettre vous, les c'est terminé pieds- ou vous avez encore la volonté de peut-être essayer faire une autre tentative? Juste avant de répondre à ça, peut-être pour expliquer ce côté où il y a même pas de personnes qui ont demandé à voir le dossier, qui a envie de rentrer dans un truc comme ça où il y a déjà des conflits, etc. Et comme tu l'as bien dit, ils sont pas propriétaires, enfin, l'exploitant n'est pas propriétaire des murs. On voit bien comment ça s'est passé avec les propriétaires. Je pense que globalement, les gens ont compris qu'il y avait quand même un sujet de dialogue. Il n'y a personne qui a envie de rentrer là-dedans. Donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de repreneur qui se positionne. Après, peut-être que l'histoire dira le contraire. Hein. On ne sait jamais ce qui se passe dans le monde économique. Peut-être que dans 3 semaines, il y a quelqu'un qui va dire j'aurais ouvert une librairie, ça, j'en sais rien aujourd'hui. Et nous, à titre personnel, comme j'ai déjà pu le dire, et même on a pu le dire dans le documentaire qu'on avait sorti, la librairie n'était pas vraiment prévue à notre programme. Hein. On avait déjà d'autres projets qui ont été mis en stand-by justement pour qu'on puisse se consacrer à ça, à sauvegarder cette activité, ces emplois, à la développer au-delà même de sauvegarder. Parce que je rappelle qu'on avait augmenté le CA de quasiment 50% en 2 ans, malgré Covid, crise économique et compagnie, ce qui n'était pas anodin pour la période où il y a plus des boîtes qui étaient en train de survivre que de se développer. Donc aujourd'hui, ce n'est pas dans nos schémas. Et de toute façon, avec la liquidation, en vrai, je me demande même si d'un point de vue juridique, on aurait le droit de rouvrir une librairie. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, c'est pas... On a fait tout ce qu'on pouvait pour sauvegarder l'existant. On va partir de zéro dans ce métier-là. C'est pas prévu pour le moment, en tout cas. Vous êtes déçu? Je pense comme beaucoup de Guadeloupéens. Ça a suscité beaucoup d'espoir, même auprès j'ai envie de dire de façon générale, des jeunes et des moins jeunes, en vrai, pas que des jeunes, mais des jeunes et des moins jeunes, sur une dynamique qui était intéressante, sur le fait qu'on pouvait faire de la transmission, qu'on pouvait travailler ensemble, etc. Et en fait, c'est tout ça aussi qui crée de la déception, parce que tout ça a été balayé, quoi. Malgré toutes les tentatives institutionnelles, particulières, politiques, enfin, tout le monde a essayé, hein. On a assisté aux tentatives. Tout le monde a essayé et personne n'a réussi à les faire venir autour d'une table avec nous. Et donc, la librairie générale, c'est donc une histoire passée. Incroyable. Voilà. Après, elle a 70 ans et ça se trouve, il y aura nous, personne ne nous voyait arriver il y a 4 ans. Hein. Et on est arrivé et ça continue. Donc, bon, là, je n'y crois pas trop, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Un miracle? Un miracle, c'est plus qu'un miracle, là, je pense. Mais ça ne sera pas avec nous, en tout cas. Moi, le message est clair. Et la bataille se poursuit puisque juridiquement, vous n'avez donc toujours pas... Oui, sur le judiciaire, ça continue. La liquidatrice a choisi de continuer les procédures. Parce qu'a priori, je pense qu'elle a constaté aussi qu'il y avait un sujet. Et donc, l'enjeu, c'est que maintenant, ça puisse aller au bout, qu'il puisse y avoir les indemnisations, que tous les créanciers soient payés, etc. Et nous, on sera vigilants là-dessus. Merci beaucoup Sébastien Célestine d'être venu sur ce plateau ce soir. On doit dire donc ex-président de la nouvelle librairie générale dans ce cas-là. Ex-président de la nouvelle librairie générale qui fera partie maintenant des anciennes parce que les propriétaires historiques ont réussi à la tuer 2 fois. Voilà. C'est vraiment regrettable. Je pense que... C'est comme ça et je le dis parfois de temps en temps, mais je pense que ça peut-être expliquer un peu l'état du pays. C'est regrettable. Merci en tout cas d'être venu Merci sur à ce toi. plateau ce soir. Et parlons maintenant de la région et de l'INRAE qui signe une nouvelle convention cadre pour la poursuite des travaux en termes d'agroécologie. Regardez. Ça fait plus de 10 ans que nous avons signé avec l'INRAE pour la recherche, pour mettre en valeur l'agriculture, l'élevage aussi. Aujourd'hui, nous avons été encore plus loin parce que nous savons qu'il y a la biodiversité, qu'il y a aussi le climat qui rentre en compte. On parle aussi de sargasses. Donc nous savons que l'INRAE a des chercheurs. L'INRAE anti-Guyane et la présence du président national nous conforte aussi, surtout qu'il y a eu le congrès de l'EDIADOM, on a beaucoup parlé d'agriculture. Donc la région qui est quand même
responsables du développement économique de la Guadeloupe, qui s'occupent de l'agriculture, qui accompagnent l'agriculture, voulaient effectivement que nous puissions aller vraiment vers une bonne transition agroécologique, accompagner effectivement les territoires et surtout augmenter la valeur ajoutée de nos productions locales. Donc cette signature permettra de poursuivre les recherches entamées, que ce soit sur l'agriculture, sur l'élevage, sur les pesticides, sur tout ce que nous rencontrons en Guadeloupe et permettre quand même que nous puissions avoir, pourquoi pas demain, une agriculture viable et bonne. Oui, c'est vrai, elle est intéressante, elle est fondamentale même, cette convention que je viens de signer avec le président Chalus, pour deux raisons. Il y a évidemment, je ne vais pas le cacher, un enjeu de pouvoir financer des bons équipements grâce à la région, grâce aux fonds européens qu'elle mobilise. Ça va aider nos équipes à aller plus vite, plus loin, plus fort en termes de recherche, d'innovation. Les défis sont considérables. On le voit avec les problématiques pour nos éleveurs. Aux Antilles, beaucoup de problèmes de maladies, de tiques. Il faut trouver des races, y compris avec des races créoles locales qui soient adaptées, qui puissent résister à ces maladies, adaptées à la chaleur, qui produisent une viande de qualité. C'est vrai pour les productions végétales. On sait qu'il peut y avoir des difficultés à la fois sur la canne, sur la banane, mais aussi sur le maraîchage, des maladies. Et donc, tout ce que font nos chercheurs, c'est d'essayer de trouver des solutions qui sont à la fois basées sur le savoir-faire des agriculteurs. On est très inspiré, par exemple, par les approches de jardin créole, mais on va injecter la recherche et de l'innovation dessus. Ah oui, c'est sur les fonds européens. Il y a le FEDER, le FEADER, qui, en fonction des modules, en fonction des projets présentés, que ce soit par le CIRAD, que ce soit par l'INRAE, sont financés. Et jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. Et en plus de cela, ils justifient ces dépenses sur les recherches menées en fonction de la situation. Sa confiance au Centre culturel Sonis à Pointe-à-Pitre. Les deux organismes signent une convention pluriannuelle pour améliorer l'offre de spectacles et d'enseignement artistique. Le reste en images. Depuis plusieurs années, avec Cap Excellence et l'action culturelle menée par Sonis, on a engagé une réflexion pour faire en sorte que l'offre de spectacle et l'offre d'enseignement artistique et d'éducation artistique puissent être démultipliées, accentuées, améliorées. Et dans ce contexte, on s'est rapproché de l'EPCI CAPEX pour voir comment on pouvait contractualiser sur une période donnée notre collaboration. Cap Excellence, il faut le dire par le biais de son président Éric Jalton, veut absolument que Sonis occupe toute la place qu'elle mérite, parce que Sonis, c'est un équipement qui se trouve dans un quartier prioritaire. Donc nous avons déjà tout le potentiel de Sonis qui est reconnu par Monsieur De Wider, le directeur des affaires culturelles. Ce qui permet à chacun de connaître les moyens qu'il y consacre et de permettre à l'équipe ici pédagogique et artistique de Sonis de pouvoir avoir le temps de préparer ses ateliers, ses résidences, ses accueils d'enfants, ses pratiques collectives, etc. Donc en fait, l'idée d'une convention, c'est de travailler dans la durée en consacrant des moyens qui sont connus par avance et qui permettent de travailler correctement. Nous avions déjà signé une première convention, mais cette fois, la convention, elle est pluriannuelle. C'est une convention sur 3 ans et qui nous permettra, avec les fonds, d'équiper Sonis et d'aller plus loin parce que nous avons les élèves, nous avons les professeurs. L'espace a besoin d'équipement et nous allons pouvoir avancer avec ces fonds qui nous sont alloués par la Direction des affaires culturelles. Et dans le cadre du programme Petite Ville de demain, la ville de Lamentin bénéficiera de l'ingénierie de la Banque des Territoires. Objectif, faire sortir de terre une vingtaine d'actions, dont le projet de parc de la verdure ou l'aménagement du stade de la ville. Regardez. Nous sommes aujourd'hui sur la ville du Lamentin pour signer avec le maire Jocelyn Sapoetti 2 actions importantes. D'abord dans le cadre du programme Petite Ville de demain, donc l'accompagnement en ingénierie dans la continuité de ce que nous avons déjà enclenché depuis la création du programme, c'est-à-dire un certain nombre d'appuis en ingénierie pour aider la ville à prendre des décisions transformantes pour le territoire sur un certain nombre d'actions. Donc, un certain nombre de sujets. On a parlé d'études hydrauliques, on a parlé d'assistance à management de projet. Et là, aujourd'hui, sur des sujets de reverdissement et de réflexion sur les emprises vertes
du centre-bourg. L'enjeu ici pour la ville, c'était vraiment de pouvoir bénéficier d'un très bon accompagnement pour cette étude, pour le Parc de la Verdure, pour pouvoir mener le projet à bien. Cette action de réaménagement du Parc de la Verdure, elle fait partie du programme Petite Ville de demain au Lamentin. Le programme Petite Ville de demain au Lamentin, c'est une vingtaine d'actions qui durent sur la mandature du maire, donc de 2020 à 2026, pour laquelle on a notamment, qui touche à énormément de sujets différents, donc la requalification des bâtiments classés dans le centre du bourg, le Parc de la Verdure, mais également le réaménagement des entrées de bourg au niveau de Borel. On a également différentes actions au niveau de la culture, le réaménagement du stade, le réaménagement de Wi-Fi urbain. Enfin voilà, on a vraiment toute une série d'actions. Ça serait assez compliqué de le résumer. On en a plus d'une vingtaine, mais voilà, donc c'est un projet qui ici du Parc de la Verdure qui rentre dans un programme qui est assez complet et varié. Un reportage signé Vianney Valverde. Et l'association À Toute Créole et l'ACU Beaucantage organisent des ateliers autour de notre langue maternelle et à destination des étudiants de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Saint-Claude. L'occasion pour les futurs enseignants d'ouvrir leurs esprits et mieux comprendre la lecture et l'écriture du créole. Regardez. En cas guidonné, master créole là, l'université, donc pour étudiants qui vivent professeur créole, et on trouvait ça intéressant en mi-temps, enfin presque en bout, puis plus à moi créole là, et l'idée là c'était, eh bien, ces étudiants là découvraient qui travaille mon café à l'entour créole là, à l'entour kilti là, langue là. Donc d'abord c'était pour eux, et après ça, ben l'idée là c'est mener yo connaître plus encore patrimoine à yo, avait l'INH nous peut faire, nous l'université, avait association. Et pour ça, nous décidons où il y avait des beaux associations qui c'est à tout créole, APK, et l'autre association là qui c'est la Coupe au Cantage. Nous avons fait, c'est pas un petit rouspel, un petit tété douette, un petit douce, un petit souillé bouche, puis on peut comprendre qui j'ai un monde qui a lié marqué créole. Donc, il y a des petits ateliers nous avons fait avec eux pour ouvrir l'esprit à eux, c'est qui j'ai un langue là qui a fonctionné, qui j'ai marqué en nous, qui a fonctionné depuis 1975-78, là où ils ont décidé de mettre un système à marquer dodo avec Girec. Donc, nous sommes là, nous avons beaucoup avec ces étudiants-là, et puis c'est là qu'il est là que nous, avec la coupe au comptage, nous pouvons tourner pour nous essayer de goût, venir voir plus loin qu'on peut faire avec l'anglais. Voilà, nous, c'est kilti et transmission. Donc, venir rouler vers les étudiants pour transmettre, pas des conditions pour nous partir là, je dis là. On jeu nous créer, des 3 temps, qui c'est 6 modèles à jeu de loi, jeu plateau. Là, nous avons découvert fruits et légumes à pays là, nous avons découvert communes à pays là, nous avons découvert vaillant femmes à pays là. Donc, c'est un genre pour travail, connaissance, travail, transmission là, mais tout pendant nous avons joué. Et pour toujours aussi montrer que la nous en créole, ce n'est pas rien qui entend nanana, ce n'est pas rien qui j'ai entend longtemps. Nous roulons sur un jeu au format numérique 2.0 et nous pas proposer un grand quiz. Alors, toi, même l'idée là, travail si kilti à pays là. Ces étudiants-là, ils ont un doux moment. En tout cas, pour ça, ils disent nous, qui par rapport à l'INSP, et là, nous avons aujourd'hui la Casa Kabaye, et bien, qu'ils sont contents d'avoir, ils apprendre en d'autres manières, et ça fondale, ils apprendre en d'autres manières, et il y a des gens qui a si, justement, terrain là, qui battent tous les jours, à l'entour, l'anglais, et qui le là, et qu'ils sont contents. Nous pouvons dire ça. Un reportage d'Olivier Félix. Et pour ce mois du créole, la ville de Petit-Bourg met en avant de jeunes entrepreneurs qui perpétuent les traditions culinaires. Et aujourd'hui, nous découvrons Ludovic Romain qui nous a concocté un flan au coco, un plat originaire du Gabon, mais tellement ancré chez nous que les hexagonaux l'appellent même le flan antillais. Regardez. Dans le cadre du mois du créole, donc la ville de Petit-Bourg, on tient vraiment à mettre en avant nos restaurateurs qui font des plats traditionnels, qui font des desserts traditionnels. Et dans le cadre du mois du créole, mais voilà, nous allons vous présenter le flan au coco, donc qui est une recette locale avec Ludovic Romain, qui est responsable du restaurant Goudi Fruit. Pour la petite histoire, le flan au coco, en fait, il est, on va dire, c'était pendant la colonisation de l'Afrique de l'Ouest au Gabon, principalement qu'il est apparu, puisqu'on connaissait déjà le flan traditionnel.
sur lequel on discute de l'origine, on ne sait pas si c'est l'Angleterre ou autre. Donc la différence qu'il y a entre le flan coco et celui traditionnel, c'est que le flan coco, le centre est un peu il bouge un peu, secoue, alors que le flan traditionnel, lui, il est vraiment compact. Bon, ben on va commencer. Donc du coup, on a du lait concentré non sucré. Voilà. On a notre lait de coco qu'on va ajouter. Ensuite, on a 4 œufs. Voilà. On a du lait concentré sucré. Et la quantité, c'est un pot entier. Pour les 4 œufs. Dans un cul de poule, on va tout mélanger. Voilà, on va rajouter de la noix de coco fraîche également. À râper ce matin. Je pense que le tout réside dans la cuisson en fait, donc il faut que ce soit vraiment un bain-marie. Et après, toujours penser à mettre les épices, les arômes, de façon à ce qu'ils soient bien créoles, on va dire. Épicé. Épicé, ouais. Tropical spicy. Voilà, et puis voilà, toujours un peu de gourmandise avec le caramel, et puis pas trop sucré du coup, et voilà. Concernant le temps de cuisson, donc on sera à 160-180 degrés pour à peu près 1 heure. On rappelle que pour manger bien, consommer local, manger bien, donc nous sommes dans cette démarche-là, la ville de Petit-Bourg, la ville qui bouge, on tient vraiment à mettre toutes ces belles choses en avant. Merci de nous avoir suivis pour cette recette de flan au coco traditionnelle. Voilà, on vous dit à très bientôt. À l'occasion justement de ce mois du créole, on peut vous parler d'un plat qu'on propose le premier samedi du mois, c'est le bébélé. Voilà, le bébélé traditionnel qui est assez connu. Donc n'hésitez pas à venir le premier samedi du mois pour le goûter. O-News Radio sur outremernews.fr.